L'accord sur le Brexit a été salué par les capitales européennes, mais pour les pêcheurs britanniques, l'ambiance était pour le moins différente. Boris the betrayer has completely sold us down the river. Comme ce pêcheur, beaucoup de professionnels du secteur ont exprimé leur colère quant à l'accord sur le Brexit signé entre Londres et Bruxelles. Pour comprendre ce désarroi, il faut revenir en arrière. Une des grandes promesses des défenseurs du Brexit, c'était de reprendre le contrôle sur de nombreux dossiers commerciaux, et donc, a priori, pour la pêche, le contrôle de la zone économique exclusive britannique. The UK can't be locked into the EU's regulatory orbit, and we've obviously got to take back control of our fisheries, 4.5 years after people voted for it. Lorsque Boris Johnson parle ainsi, l'enjeu, c'est la zone économique exclusive. En 1982, les États ont signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Selon ce document, un État côtier, comme le Royaume-Uni par exemple, est pleinement souverain sur la ligne de 0 à 12 miles de ses côtes. C'est ce que l'on appelle les eaux territoriales. Et jusqu'à 200 miles, il dispose d'une souveraineté économique, notamment en matière d'exploitation des ressources. C'est la zone économique exclusive. Lorsque le Royaume-Uni était membre de l'Union européenne, les bateaux des autres pays européens pouvaient venir pêcher dans cette zone britannique, très riche en ressources halieutiques, au point d'en devenir économiquement très dépendants. Chaque année, les bateaux européens y pêchaient pour environ 650 millions d'euros, alors qu'à l'inverse, les navires britanniques ne prélevaient que pour 110 millions dans les eaux européennes. Si au regard de ces sommes, l'enjeu économique semble modeste par rapport à d'autres dossiers du Brexit, sur le plan politique et symbolique, il est majeur, car ce déséquilibre agaçait nombre de pêcheurs britanniques. Alors concrètement, que prévoit désormais l'accord sur le Brexit? Dans les grandes lignes, les armements européens pourront toujours pêcher dans les eaux britanniques, mais de moins en moins. C'est la période de transition, qui prévoit que, de façon progressive, les pêcheurs européens réduisent leur prise de 25% d'ici juin 2026. Après cette date, des négociations se tiendront chaque année pour fixer les quotas de pêche des bateaux européens. Inacceptable pour de nombreux pêcheurs outre-Manche qui exigeaient davantage de restrictions dans l'accès aux eaux britanniques et qui estiment avoir servi de variable d'ajustement lors des négociations. Initialement, Londres demandait une réduction de 60 à 80% des prises européennes, idem sur la durée de la période de transition, trop longue aux yeux de certains. Le gouvernement britannique, lui, défend bec et ongle son accord, alors que la pêche a été l'un des principaux et derniers points d'accrochage dans les négociations entre Londres et Bruxelles. At the moment in the EU, we only get to fish about half of the fish in our waters. Under this deal, we'll be increasing the amount that we get, increasing it to about 2/3 of the fish in our waters in a few years' time. And then after that, we'll be able to go even further. I don't think there's any country in the world that fishes all of the fish in its waters. Even countries like Norway that have had control of their fisheries for years now only fish about 80% of the fish in their waters. But anyway, we are in a better position than before. Si les pêcheurs français sont rassurés d'avoir évité un no deal potentiellement dévastateur pour leur activité, ma première impression, c'est un ouf de soulagement après 4 ans et demi de tergiversation et tout d'un côté et de l'autre. C'est quand même un ouf de soulagement. Honnêtement, à peine 10 jours de la fin de période de transition, j'étais plus qu'inquiet, j'étais vraiment mal dans ma peau. Ce même accord a suscité la colère dans la filière britannique. It very much feels like when they wanted to do the Brexit, we were put up to the forefront. Bring back Britain and take back control of our waters, and that's what we all believe. And they were happy to use us for their campaign. And when push has come to shove, we've had to shove, and we've been dumped on from a great height. In 1973, Ted Heath, he sacrificed fishing to get the deal to go into Europe. Coming out of Europe, Boris has done the same, but it's worse this time. And if they just were honest and just said to the industry, look,
we got a good deal for the country, but we had to sacrifice fishing to do it. If they just come out and said this, instead of trying to make it that they've got a good deal, you know, I could live with that a little bit easier. Là où le dossier se complexifie pour Londres, c'est l'Écosse, qui en 2016 avait largement voté en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Boris Johnson espérait calmer le regain des revendications indépendantistes après le Brexit, au moins pour un temps, avec un accord à l'avantage des pêcheurs écossais. Mais là aussi, Londres s'attire les foudres de la première ministre écossaise Nicola Sturgeon. Un futur gouvernement britannique pourra toujours tenter de renégocier les quotas de pêche à partir de 2026, 10 ans après le référendum sur le Brexit.